Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e numéro de notre podcast éducatif sur les bonnes pratiques de médication du cheval athlète. Nous allons continuer à parler prévention des risques de contrôle antidopage positif liés aux contaminations alimentaires qui, rappelons-le, ont représenté près d'un tiers des cas positifs en 2022. La dernière fois, nous avions évoqué le cas des aliments concentrés. Et bien aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les fourrages et les litières. Parce que oui, eux aussi peuvent être vecteurs de substances prohibées. Et comme toujours, c'est auprès d'Hélène Bourguignon, chef du service de biologie équine de la FNCH, que nous allons prendre conseil. Bonjour Hélène. Bonjour Maxime, bonjour à tous nos auditeurs. Première question, comment un fourrage peut-il être à l'origine d'un cas positif ? Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, il existe dans la nature un certain nombre de végétaux qui contiennent des substances actives qui rentrent dans la catégorie des substances prohibées. Si ces végétaux poussent dans les zones pâturées ou fauchées, ils peuvent se retrouver dans les fourrages et être à l'origine de détections positives au contrôle antidopage. Quand on parle de fourrage, il s'agit des fourrages conservés comme le foin, qui constitue la base de l'aliment du cheval athlète. Mais nous y reviendrons peut-être dans quelques instants, parce que j'aimerais vraiment d'abord alerter les auditeurs sur les risques de consommation de quelques plantes au paddock. Et on s'en souvient, je crois qu'il y en a plein. Oui, beaucoup. Alors, on ne va pas pouvoir être exhaustif ici, parce que sauf si vous avez la journée devant vous, Maxime, mais je crois qu'on va plutôt se limiter à quelques plantes fraîches qui peuvent pousser directement dans les paddocks des chevaux et être consommées sur pied. Je sens quand même que vous allez fâcher les bucoliques qui nous écoutent en leur conseillant d'arracher les coquelicots des pâtures de leurs chevaux. Pas que, Maxime. Il y a quelques années, on avait eu une flopée de cas positifs à l'atropine et à la scopolamine sur des trotteurs. Je m'en rappelle bien, deux substances extrêmement actives qui sont présentes dans une plante qui s'appelle le datura. Qu'est-ce que le datura justement ? C'est une plante qui se reconnaît à ses larges feuilles vert foncé dentées avec des grandes fleurs blanches en entonnoir. Elle est mignonne comme ça, mais en fait, c'est une vraie plante toxique. Et les substances qu'elle contient provoquent notamment des effets cardiovasculaires et sédatifs, voire même hallucinogènes pour la scopolamine. Et je conseille donc à nos auditeurs d'aller regarder sur Internet à quoi elles ressemblent afin d'être capable de bien identifier ces plantes. D'autant plus qu'en raison du dérèglement climatique, les épisodes de sécheresse et de la réduction aussi de l'utilisation des pesticides et des désherbants, le datura, il est en forte recrudescence sur le territoire et il peut coloniser carrément certains paddocks. Donc vous êtes en train de me dire que je ne suis pas obligé d'aller à la chasse aux coquelicots. Pas vraiment. Si vous savez, parce que on a quand même nos auditeurs ont écouté l'épisode précédent, j'espère, et donc ils savent maintenant que le coquelicot fait partie de la famille des pavots et que certains pavots contiennent de la morphine et des substances proches. Et normalement, le vrai coquelicot lui-même, le coquelicot commun, il ne contient pas de morphine, mais il n'est pas forcément évident de faire la distinction entre toutes les espèces de pavots, et donc la prudence reste de mise, car ces fameux pavots, ils peuvent pousser directement dans les paddocks des chevaux et être consommés sur pied ou même laisser leurs graines très riches en dérivés morphiniques sur le sol. Et il y a déjà eu plusieurs cas de ce type dans le passé. Et comme ce sont de très jolies fleurs, on pourrait avoir tendance à les laisser. Mais en fait, il faut absolument les couper, d'autant que ces pavots peuvent coloniser des parcelles entières qui vont être fauchées pour produire du foin. Ça produit alors du foin morphinique. Alors, je ne sais pas si le terme existe, mais en quelque sorte, oui, les chevaux qui le consomment risquent de se voir contrôlés positifs à la morphine, à l'oripavine ou encore à la codéine, qui sont des dérivés morphiniques. Et toutes ces substances, on ne doit bien sûr pas les retrouver dans l'organisme d'un cheval athlète. D'ailleurs, en 2020, on avait eu plusieurs détections de morphine et d'oripavine sur des chevaux qui consommaient le même foin chez des entraîneurs différents. Et l'analyse du fourrage avait permis de mettre en évidence la présence de nombreuses capsules qui sont les fruits caractéristiques du pavot. Et le producteur de foin avait même reconnu avoir observé des fleurs de pavot dans son champ avant la récolte. Ce que vous m'annoncez sur les contaminations du fourrage est quand même préoccupant. Est-ce qu'il y a des types de foin plus à risque que d'autres ? Oui, tout à fait, Maxime. Le foin de marais, par exemple, notamment celui qui est produit dans les roselières, il peut contenir des substances psychotropes comme la bufoténine. La consommation de ce type de foin a d'ailleurs été à l'origine d'un contrôle positif en 2020 et il y avait déjà eu dans les années 2000 des cas positifs à la bufoténine suite à des présences accidentelles de canne de Provence dans du foin de Cros, alors qui est pourtant un foin très réputé. Mais la canne de Provence qui est très commune en région méditerranéenne parce qu'elle borde en fait certaines parcelles pour faire écran contre le vent, il y avait dû avoir une récolte un peu trop près des bordures et donc il y avait eu des bottes qui avaient été contaminées. Mais il y a aussi le foin récolté le long des grèves qu'on appelle aussi le foin de mer qui peut être riche en jonc. Et le jonc peut contenir de la synéphrine et qui agit sur le système cardiovasculaire et possède une action stimulante. Il y a déjà eu des cas positifs chez un entraîneur qui distribuait ce type de foin. Qu'est-ce qu'on peut donc conseiller aux entraîneurs, Hélène ? Alors, je pense que ce type de foin, que ce soit le foin de marais ou le foin de grève, qui présente par ailleurs certainement certaines qualités, il devrait être réservé aux chevaux d'élevage ou aux chevaux qui sont repos. Mais il est vraiment à éviter chez les chevaux de course
parce que les facteurs saisonniers et météorologiques, notamment les épisodes de sécheresse qu'on rencontre ces derniers temps, ils influent beaucoup sur la composition chimique des plantes, ce qui explique qu'on a peut-être une recrudescence de ces cas au cours des dernières années. Mais d'une façon générale, pour être tranquille, il y a vraiment plusieurs choses qu'il faut vérifier sur le foin. Il faut d'abord se renseigner sur sa provenance, la période de récolte, essayer d'avoir le maximum de traçabilité, c'est toujours important. À la livraison, il faut l'observer ce foin. Un bon foin de pré, c'est coupé jeune, ça doit être fin, souple, vert, bien feuillu et agréablement parfumé, appétant. Il ne doit pas y avoir de poussière ni de moisissure. Et il convient vraiment d'écarter les foins qui sont grossiers, brunis ou pailleux. Et il faut éduquer son personnel qui distribue le foin à détecter la présence de choses anormales, comme par exemple les capsules de pavot, dont on a parlé tout à l'heure, la présence de graines noires en quantité importante. Certaines bottes elles peuvent avoir été récoltées trop près de talus ou de bordures et elles peuvent contenir des végétaux qui ne sont pas habituels. Dans ce cas, le fourrage il doit être écarté. Parlons donc de la litière. Y a-t-il des précautions à prendre? Certains types de litières sont-ils plus à risque? Alors, la litière traditionnelle en France pour les chevaux, c'est la paille de blé. Mais la paille de bonne qualité, elle est de plus en plus difficile à trouver. Et selon les années, ça peut être un vrai casse-tête d'approvisionnement pour les entraîneurs. Et il ne faudrait pas opter pour des solutions alternatives qui peuvent augmenter les risques aussi. Par exemple, il vaut mieux éviter la paille d'orge, même si l'orge est un aliment normal pour un cheval, évidemment, parce que l'ordénine qui est présente en grande quantité dans l'orge germée, c'est une substance stimulante prohibée au-delà d'une certaine limite de résidus dans les aliments. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut éviter l'apport d'orge germée dans l'alimentation des chevaux quand ils sont en phase de compétition. Il ne faudrait pas non plus utiliser de la paille de chanvre pour les chevaux à l'entraînement. En effet, elle contient notamment de l'acide cannabidiolique ou du CBDA en quantité variable. Ça, c'est une substance anti-inflammatoire qui pourrait occasionner des détections positives en cas d'ingestion. Et il y a par ailleurs eu quelques cas positifs très spécifiques suite à l'utilisation d'une paille d'avoine très vieille et mal conservée. Et même s'il s'agissait de conditions exceptionnelles à l'époque, il a maintenant été prouvé grâce à des études qui ont été menées par le laboratoire des courses hippiques que l'avoine noire peut parfois se dégrader et aboutir à la production de boldione. Alors qu'est-ce que c'est la boldione? C'est le précurseur de la boldénone qui elle-même est un anabolisant bien connu des culturistes. Et il faut pour cela évidemment certaines conditions de dégradation, l'influence de certains micro-organismes, mais cela est d'autant plus problématique qu'il s'agit d'une substance prohibée de catégorie 2, donc considérée comme un dopant majeur. Donc il faut donc, et c'est logique, écarter les pailles de mauvaise qualité, dégradées ou attaquées par des moisissures. Ça fait quand même un peu peur tout ça, Hélène, non? Oui, mais bon, les cas où la litière est mise en cause, c'est quand même relativement rare, hein, Maxime. Mais bon, ça fait partie des pistes que nous, on va explorer toujours quand on a une détection de ce type de substance sur un cas positif. En réalité, le problème principal avec la litière, ce sont les contaminations médicamenteuses liées à l'administration d'un traitement au cheval ou à d'autres chevaux de l'écurie. Il va falloir m'en dire un petit peu plus là. La majorité des médicaments, vous savez qu'ils sont éliminés par l'urine en fait. Si un cheval reçoit un traitement médicamenteux, il va éliminer pendant un certain nombre de jours, qui peut être variable en fonction des molécules, mais il va éliminer le traitement dans ses urines. Et il va contaminer la litière. Alors évidemment, les chevaux, ils consomment leur litière, même les copeaux. Et ils vont ingérer à nouveau la substance, en quelque sorte, à l'insu du plein gré de l'entraîneur. Ce que je retiens, c'est que c'est sans fin en fait ce que vous nous dites. Alors, ça pourrait l'être si on ne vide pas totalement le box à la fin du traitement, si on ne nettoie pas régulièrement dans les jours qui suivent le box. Mais ce phénomène, il est parfaitement connu avec certaines substances et facilement évitable du coup. De quelle substance parle-t-on? Alors, les substances championnes du monde, on va dire, des contaminations par la litière, c'est par exemple la dipyrone, qui est un antispasmodique qui est présent dans un médicament qu'on appelle la calmagine. Bon, je vais donner quelques exemples de médicaments, hein, mais c'est des exemples parmi d'autres. Il y a aussi la flunixine, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Par exemple, le médicament, c'est le Lantalzen, ou le clenbuterol, qui est un bronchodilatateur utilisé chez les chevaux asthmatiques. Le nom du médicament, c'est Ventipulmin, par exemple. Bon, ces trois substances sont des substances très fréquemment utilisées chez les chevaux. Et les chevaux qui sont sous ces traitements, ils vont contaminer la litière par l'urine. Et du coup, ça peut provoquer un retard à l'élimination du médicament chez le cheval lui-même si son box n'est pas nettoyé. Et ça peut encore plus sournoisement provoquer des contaminations croisées entre plusieurs chevaux, si par exemple on change les chevaux de box ou si des chevaux différents partagent le même paddock et dans lequel il y a un abri paillé dans lequel les chevaux vont uriner.
Ok, donc comme toujours, hygiène maximale, vérification et bon sens. D'ailleurs, j'y pense, nous en parlions avant le début de l'enregistrement, l'urine humaine peut être aussi porteuse de substances prohibées. Donc vous l'aurez compris, pas de pipi en douce dans le box de son cheval. Ceci étant dit, je vous invite à rembobiner si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les bons conseils d'Hélène et on se retrouve très vite pour d'autres tips sur les bonnes pratiques liées à la médication des chevaux athlètes. Merci beaucoup Hélène. À bientôt, au revoir à tous.